Alger, musée du Bardo. Nous sommes en train d'assister au montage de l'exposition Tin Hinen, la reine Touareg. Mais revenons un peu en arrière, en fait plusieurs mois en arrière, juste avant le début de la pandémie du coronavirus, venu non pas stopper, mais ralentir le travail des experts. Tin Hinan, c'est l'ethnoarchéologie. On essaie de rattacher Tin Hinan, son histoire, à la tradition proto-historique. Elle est unique par rapport au territoire. Absolument. C'est unique et particulière parce que bon, construire au niveau du Sahara central, c'est peu. Mais est-ce qu'ils ont trouvé le reste à une Casbah ou là? Donc s'ils trouvent... في une période où c'était un peu comment dire, c'était les découvertes à l'Égypte. Là on parle du Sahara central, on peut faire la similitude. Deux principales réunions ont eu lieu. Une entre spécialistes du musée du Bardo et une seconde à laquelle a été associée une boîte de communication pour la scénographie et la logistique. Est-ce qu'on se focalise sur la découverte seulement du Tin Hinan pour nous permettre de construire un parcours scénographique? Donc c'est à vous de décider quelle est la bonne démarche. Il y a les années 30 à Agdak, c'était toujours le squelette, le squelette ou un peu, c'est-à-dire le mobilier funéraire. Avant c'était beaucoup plus folklorique, il faut le dire. À l'époque, ils se sont concentrés sur le tombeau de Tin Hinan, donc ça ne les intéressait pas réellement ce qu'il y avait tout autour. Non, donc, même pas le tombeau. C'est-à-dire qu'au musée, au niveau du musée, c'était beaucoup plus folklorique. C'était quoi? Ils ont intégré au début et le squelette et le mobilier avec l'exposition Touareg. Les gens, quand ils parlent du Bardo, il y a automatiquement Tin Hinan. C'était une nécessité de la c'est-à-dire de la rendre visitable. On parle toujours de retour du squelette de Tin Hinan. En fait, Tin Hinan n'a jamais quitté le musée du Bardo. Il y a justement eu un déplacement des collections vers les réserves, c'est-à-dire le temps où le musée était en phase de restauration, mais après il fallait remettre les collections en place. Parmi ces collections Tin Hinan. Donc on a travaillé, en fait on a exposé ce sujet qui est faire une exposition dédiée à Tin Hinan. Bon, l'idée a été comment dire, acceptée par tout le monde et on a entamé la phase la phase des préparations. Et c'est à elle, Sana Alleg, attachée de conservation, à qui a été confiée la tâche de tout chapeauter et surtout de tout coordonner. L'exposition a certes été retardée, mais le confinement a permis de continuer à travailler dans des conditions de distanciation, sans stress, travailler en disposant de plus de temps. La mise en œuvre des bracelets en or et en argent. Pour cette exposition, seules quelques pièces seront présentées au public. C'est le choix qui a été arrêté. On est dans l'espace archéologique qui doit abriter la présentation du squelette de Tin Hinan en 3D et tout le mobilier funéraire. Donc ce sont les vitrines qui doivent en principe abriter les bijoux et tout ce qui a été trouvé lors de la découverte du squelette. Donc c'est la vitrine qui va accueillir les bijoux, les pièces en argent, des pièces, des bracelets en or, des colliers en pierres précieuses et pierres semi-précieuses, ainsi que quelques ouvrages du quotidien, quelques morceaux de cuir qui en principe appartiennent à le vêtement ou la robe que Tin Hinan a été couverte.
avec, ainsi que des figurines, quelques tessons d'œufs d'autruche, des tessons en verre et des tessons de poterie. Non, non, non. Parce que هنا نديروا هذا باسكو بدينا بتنهينا à travers ce qui a été dit في les textes historiques والاخر لي رومون دوك من بعد هذه لوريجين تاع الاسم الاخر نديروه هكا. On vient de recevoir les panneaux et pour qu'il y ait une suite logique d'informations, on ne va pas mélanger, on a procédé par axe selon les différentes thématiques. Donc on a consacré un espace où sera fixé des panneaux qui parlent de la découverte du monument et de la chambre et ou des différentes chambres funéraires, donc un axe archéologique. Ensuite un axe sociologique et historique. Après l'axe du mobilier funéraire de Tinhinan en dernière étape. Donc on est en train de placer les panneaux pour que les textes soient au centre et soient accessibles à la taille moyenne du visiteur. Toutes les précautions sont prises. Passage nécessaire des pièces entre les mains des restauratrices au laboratoire. Donc chaque étape, on doit prendre des photos. Les socles livrés, Sana et son équipe s'affairent à choisir la meilleure disposition pour arriver à une exposition harmonieuse. On a opté pour l'harnachement du chameau, vu la symbolie de cet animal, l'importance du chameau dans la société touareg. Et ainsi, on a quelques pièces représentatives de toute la société touareg de la Hankar. On va essayer de voir la disposition de chaque objet pour qu'on puisse avoir une image harmonieuse le plus possible, et on va disposer les objets selon la matière première, selon le volume, pour que l'image ou la vitrine ne soit pas trop condensée et ne soit pas aussi vide, pour avoir une certaine harmonie et une vision homogène entre les pièces à exposer. La petite touche artistique dans les vitrines, c'est qu'on va mettre un peu de sable pour faire rappeler l'environnement du Sahara. Donc chaque étape, on va faire un petit rappel pour qu'il y ait une image du Sahara, soit la société des Touaregs, soit une vue d'une caravane, soit le sable, soit l'harnachement du chameau, tout ce qui fait rappeler l'environnement global du Sahara et la société touareg.
L'aménagement de l'exposition a vu l'intervention de différents spécialistes, différents corps de métier. On est en plein dans le travail. Là, on est passé de l'étude et puis des esquisses et des montages 3D, tout ça. On s'est confronté avec nos collègues, les attachés de recherche et les commissaires d'exposition pour déjà asseoir une vision globale. Et là, on rentre dans le travail réel, toujours avec la collaboration des attachés et des commissaires. Nous, on n'a pas le droit de toucher aux objets, comme vous l'avez vu. C'est aux gens du musée de s'en occuper. Et on leur a proposé des supports qui ont été acceptés, on a proposé plein de choses. Et finalement, à ce stade de montage, il y a eu d'abord l'éclairage qui a été mis. Ensuite, c'était toute la peinture des parois murales et des panneaux. La couleur bleue s'est imposée d'elle-même, un bleu un peu soutenu, proche de l'indigo. Le parcours de l'exposition devrait permettre de raconter une histoire. On essaie de monter le fil, le cheminement de l'exposition à travers vos besoins réels. On a disposé l'environnement dans cette petite salle. Qui sera en principe comme la partie introductive. Elle introduit déjà l'environnement. Oui, et puis tout de suite après, comme si on faisait un focal sur Abaleza et sur le tombeau de Tinhinan, donc qui sera dans cette partie-là. Une histoire à découvrir dans une harmonie, dans une logique, une succession d'informations accessibles au large public. Quand on vient au musée, on vient pour découvrir. C'est ça l'importance. Le musée, on a dépassé cette notion de salle d'exposition. Les établissements muséals aujourd'hui offrent au public la possibilité de faire un voyage dans le temps. C'est-à-dire quand on vient, les gens, quand ils rentrent dans l'exposition Tinhinan, c'est faire le voyage dans la région, dans le temps, à travers les éléments qui sont exposés. C'est comme ça qu'on mène le visiteur. Et là, c'est dans la mise en valeur de nos collections dans le musée. Le projet, c'est de permettre au large public de venir au musée, de découvrir cette fameuse histoire mythique d'une reine qui a existé entre le 4e et 5e siècle de notre ère et qui a régné sur une région immense, donc qui avait comme centre de décision le Hogar, ou la Hagar aujourd'hui. Nous a aujourd'hui donné l'occasion d'offrir au public, au large public, un pont, une partie de sa vie, à travers, bien sûr, ce qui est véhiculé par les Touaregs, les descendants de cette reine, à travers son mobilier funéraire qui a été découvert lors des fouilles de 25 et 33, et à travers aussi son monument funéraire, montrer au public que dans cette région, il y a des centaines d'années, il y avait une reine qui avait le pouvoir, qui dirigeait une société. Donc quand on parle d'un pouvoir de diriger, ça veut dire qu'il y avait une société évoluée. Et il n'y a aucun doute, on sait que dans cette région, nous avons des gravures et des peintures rupestres qui ont l'âge qui dépasse les 10 000 ans. Aujourd'hui, on parle de 20 000 ans dans le Tassili et dans la Hagar. Ça veut dire que le pouvoir, la culture, la civilisation et aussi le civisme
s'est perpétué dans cette région et continue à se perpétuer dans cette région qu'on connaît aujourd'hui au nom du Sahara central. Quand on parle de Tinhinen et donc cette culture de l'oralité, il y a toujours une part de légende, de mythe. Quelle est la part de vérité justement? Nous avons des indices. D'abord, à la base de la fouille, de la découverte, c'est l'oralité. Ce que les gens véhiculaient. Les gens qui sont passés par la Hagar au début du XXe siècle ont entendu parler de l'existence d'une reine, quelque part dans le temps. Elle a régné sur la région. Les gens parlaient de leur reine fièrement. Ils parlaient avec une fierté que un jour, ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas donner de date. Les dates, c'est après les découvertes. Une femme a dirigé cette région. Donc, la légende, quand on parle de légende, la légende, c'est normal. Il y a une histoire, un fait historique, à travers 4-5 siècles. Des plus, moins, on rajoute, on diminue. C'est normal, parce que c'est l'oralité. Rien n'a été écrit. C'est véhiculé à travers des générations. Mais il y a toujours une base de vérité, une part de vérité dans cette légende. Le mythe, c'est quoi un mythe? Un mythe qui est fabriqué par les gens. Donc c'est pour ça que les gens disent la légende de Tinhinen est la reine mythique. Et ça rajoute une part de fascination pour le personnage. Le squelette de Tinhinen ne sera pas exposé comme il le fut par le passé, avant la restauration du musée du Bardo. Vous savez, le squelette est fragile et le malmener, c'était un peu risqué. Donc on est passé à la phase c'est-à-dire du scan 3D. On a scanné le squelette tout entier et on va essayer de présenter le squelette sous sa forme numérique. Ça va être une exposition virtuelle sur nos sites, c'est-à-dire sur notre site officiel, et une exposition réelle sur c'est-à-dire au musée du Bardo, sans le squelette pour le moment, mais il y aura une projection, c'est-à-dire du squelette en 3D. En ce qui concerne le squelette de Tinhinen, il ne sera pas exposé pour le moment pour des raisons de conservation. Les interventions de restauration antérieures ont fragilisé certaines parties. Donc l'équipe du laboratoire a décidé d'intervenir en faisant une intervention curative sur le plan technique de la conservation. L'équipe du labo a trouvé que le conditionnement ou l'intervention qui a été faite sur le squelette n'a pas été dans les normes. Disons que les techniques ont été dépassées, vu que l'évolution des techniques et des matériaux et tout. Donc ils ont en premier lieu enlevé ce qui a été fait sur le squelette. Ils ont enlevé les matériaux qui sont irréversibles, comme le métal, comme certains produits
organiques qui ont causé la fragilisation du squelette. Et ont remplacé ces produits par d'autres qui sont conformes aux normes actuelles. En attendant, commissaires, conservateurs, techniciens continuent de travailler dans un support. Le stress de Sana est visible, mais la jeune femme reste concentrée, les yeux rivés sur son téléphone, sur le schéma qui avait été arrêté. Malgré quelques aléas, quelques retards, tout un ballet s'anime dans cette salle qui prend l'allure d'une salle d'opération. Les gestes sont précis, la concentration à son maximum, chacun agit selon la direction de la régisseuse. Voilà, on a mis en place L'autre chef d'orchestre, c'est lui, le directeur. Des mois à avoir imaginé cette exposition. Il assiste tendu, même s'il ne le montre pas, à cette installation, le montage de cette exposition particulièrement importante pour le Bardo. L'exposition prend forme, alors la pression tombe? Justement, après des mois et des mois d'efforts, je sens le soulagement. L'exposition est prête, nos objets sont mis en place. Personnellement, c'était un défi. C'est une première pour moi de chapeauter un travail d'un projet d'exposition. J'avais l'habitude de participer et prendre en charge un des axes d'une exposition. Et enfin, à cette étape, je réalise que enfin le fruit de nos efforts apparaît, reste l'ouverture de l'exposition et voir l'impact et la réaction du public. Après plus d'1 an de préparation, voir enfin l'exposition offerte à l'œil du visiteur est un moment important, émouvant pour toute l'équipe qui a travaillé à l'ombre d'un virus mortel. Tinhinen, une exposition particulière dans un contexte particulier.